Une année après le début du deuxième mandat de Félix Tshisekedi, un ancien ministre, va se retrouver devant la justice, quelques mois après l'organisation des États généraux de la justice ici en République démocratique du Congo. Alors, cette justice en RDC continue-t-elle d'être toujours malade? Nous parlons de ça, mais également quelles sont les réformes qu'il faut mettre en place pour essayer d'essayer de revaloriser cette justice décriée par tous. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission Dites-nous la vérité, qui a le plaisir de recevoir Maître Carlos Ngouapichi. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Nous parlons de la justice en République démocratique du Congo. Vous êtes avocat. Tout à l'heure, je disais que le 9 juillet prochain, un ancien ministre va se retrouver devant la Cour de cassation. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, en tant qu'avocat? Parce que l'ancien ministre Moutamba était également avocat. Merci madame pour la parole que vous m'accordez. En fait, c'est déjà un bon signe que les hauts responsables du pays, le ministre, soient en mesure ou soit poursuivis, qu'ils puissent répondre de leurs actes qu'ils ont posés dans le cadre de la gestion de les attributions. C'est déjà un bon signe. C'est déjà un bon signe. Et aussi, est-ce qu'on se dit, donc on peut se dire que cette justice n'est plus malade? La justice, elle est toujours malade. Là, il faut le dire. Il faut pas se cacher. Notre justice, qui devrait élever la nation congolaise, n'arrive pas à le faire parce qu'il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots qui dérangent la bonne administration de la justice congolaise. Je pense qu'on aura le temps de pouvoir expliquer cela. Mais ce n'est pas pour autant que les actes répréhensibles qui sont perpétrés par-ci par-là ne peuvent pas être poursuivis. Ces actes sont poursuivis, mais c'est les résultats que nous attendons sur le terrain qui n'arrivent pas. On va essayer de parler de tout ça. Je rappelle aux téléspectateurs, à ceux qui sont en train de nous suivre, que Maître Carlos Ngouapichi est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Il est également master en criminologie économique et environnementale, expert en droit au WADA, consultant et chercheur en droit, mais il a été avocat dans des dossiers assez mythiques ici au pays, notamment on parle du dossier Bukanga Lonzo, mais également du dossier Jean-Jacques Ouondo, mais ce sont les dossiers, on parlera de Bukanga Lonzo et de Jean-Jacques Ouondo à la fin, mais on aimerait vraiment avoir comment on fait pour guérir cette justice. Alors, je pense qu'il y a un problème de volonté politique. Il y a un problème de volonté politique. C'est si simple que ça? Oui, ça commence par là. Il y a un problème de volonté politique parce que vous devez savoir que nous sommes régis sous le régime les principes de la séparation des pouvoirs. Vous avez le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et le pouvoir judiciaire est indépendant de ces deux autres pouvoirs. Dès lors que le pouvoir judiciaire n'arrive pas à assumer son indépendance, effectivement, nous aurons toujours le même problème. Et donc, lorsque je parle de la volonté politique, il va falloir que les politiciens, les gouvernants puissent comprendre qu'effectivement, pour élever la nation congolaise, la justice congolaise doit être indépendante, pas seulement sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique. On a eu les États généraux, je crois que c'était en octobre dernier, ça n'aurait servi à rien, quoi. C'était de l'argent jeté par la fenêtre, vous pensez? Effectivement, je l'avais dit en son temps, que c'était de l'eau jetée sur le dos d'un canard, parce que la façon dont les choses ont été menées, on devait s'attendre à ces résultats. On n'a pas vraiment tenu compte de vrais problèmes qui dérangent notre justice. Et ces problèmes-là, si vous voulez bien, nous allons les détailler tout à l'heure. Déjà, nous avons, comme le chef de l'État l'avait dit, que la justice congolaise est malade. C'était un diagnostic aussi pertinent, parce que, comme vous le savez, il ne passe pas un seul jour sans pour autant qu'on soit en face des jugements uniques, des jugements rendus sur fond de l'argent. Et donc, on ne peut pas espérer une justice qui puisse rétablir la paix sociale, parce que c'est le rôle principal même de notre justice. On dit le problème de la justice dans ce pays, au-delà de l'indépendance, c'est la guéguerre qu'il y a toujours entre les avocats et les magistrats. Pas seulement, parce que la personne qui est appelée à dire le droit, c'est le juge, ce n'est pas l'avocat. L'avocat prépare la défense des intérêts de son client et il se présente devant le juge, et c'est au juge, n'est-ce pas, que la loi ou la constitution incombe le devoir d'indépendance. Mais vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord pour mettre en place des mécanismes susceptibles de vous permettre de mieux exercer et de rendre cette justice au bénéfice de la population. C'est ça, en fait, aussi. J'ai évoqué ici la volonté politique qui manque à nos autorités. Et là, il faut voir aussi le pouvoir législatif qui est appelé à légiférer. Nous sommes en face aujourd'hui des décisions
Et souvent, en droit pénal, nous parlons de l'altérité personnelle. C'est-à-dire que nous sommes en train d'appliquer la loi pénale des autres. Nous avons un code pénal qui date de 1945, avant l'indépendance. Donc, la loi pénale qui a été légiférée par les Belges et nous continuons à l'appliquer aujourd'hui. Et nous sommes en face des difficultés telles que cette loi n'est plus adaptée. Donc, il revient au pouvoir législatif de pouvoir comprendre ces enjeux et de prendre les choses au sérieux, en fait de légiférer et compléter les choses et puis on avance. On parle par exemple, on dit c'est plus adapté. Certains parlaient des peines de travaux forcés qui, en principe, ne doivent plus exister. En cas de détournement, et c'est comme vous me donnez aussi l'opportunité, le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de travaux forcés. Il y a la peine de confiscation spéciale et aussi la restitution des fonds détournés. Mais aujourd'hui, madame, vous n'allez pas me citer un seul dossier que notre pays, aujourd'hui où la justice congolaise a tranché, on a arrêté le monsieur, il est condamné à 20 ans et il a restitué le fonds détourné. Même pas dans le dossier Bukangalozo, vous étiez parmi les avocats, en tout cas oui, la partie effectivement, dans le dossier Bukangalozo, comme vous le savez, l'arrêt est intervenu dernièrement et aucun condamné n'est en prison. Aucun condamné n'est en prison, aucun bien n'a été arrêté ou saisi. Et donc, à quoi aurait servi ces procès qui a été suffisamment médiatisé, alors que ce que nous attendons tous, nous, peuple congolais, c'est la restitution des fonds prétendument détournés. Prétendument, ça c'est un avocat qui parle. Tout le monde est pourtant d'accord pour dire qu'il faut des réformes. Carlos Ngouapichi, vous en faites partie. Quelles sont les réformes? La première réforme, la plus importante dans le secteur de la justice ici dans notre pays. Merci madame. Alors pour moi, s'il faut parler des réformes que nous devons initier ou qu'on doit, parce qu'il y a eu des réformes qui ont été proposées, c'est d'abord de commencer par améliorer les conditions de travail des magistrats. Les magistrats travaillent dans des conditions médiocres. Vous avez les conditions sociales et les conditions salariales. Comment voulez-vous que dans un parquet, vous trouvez plus de 115 magistrats qui travaillent dans un petit bureau où les secrets de l'instruction n'est même pas respecté? Les magistrats n'ont pas des bureaux, n'est-ce pas, pour bien travailler. C'est pas le cas au palais de justice. Je trouve que là, ils ont quand même aménagé. Les bureaux sont beaucoup Oui, c'est l'extérieur. Il faut entrer à l'intérieur, vous allez constater. Donc, d'ailleurs, je parle ici du parquet de grande instance de Kinshasa Gombe. Vous avez plus de 115 magistrats, mais ils travaillent dans quelles conditions? C'est ça le problème. Deuxièmement, vous avez les conditions salariales. Les magistrats, le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui est apparemment oublié. Parce que vous avez le pouvoir exécutif. À chaque fois, on nous parle des dépassements budgétaires, des frais de fonctionnement. Vous savez que les magistrats, aujourd'hui, nos parquets, nos cours et tribunaux, ne reçoivent pas les frais de fonctionnement. Vous avez suivi, je crois bien, un procureur général à l'époque, près la cour d'appel de Matete, qui vous disait, il a fait une année, il n'a jamais reçu les frais de fonctionnement. Alors que c'est budgétisé. Pourquoi on ne cherche pas à savoir la destination de ces fonds-là? Qui récupère ces fonds-là? Est-ce qui est censé d'abord récupérer ce fonds-là? Mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui gère ces fonds. Alors il faut demander au Conseil supérieur de la magistrature d'où la destination de tous ces fonds. Les conseils supérieurs de la magistrature, le budget qu'ils ont peut être contrôlé par le Parlement, par l'UGF, par la Cour des comptes, madame, je vous informe. Ça n'a jamais été fait? Mais depuis quand? Vous avez dit après que l'IGF est allé contrôler les budgets affectés au pouvoir judiciaire. Mais le Parlement peut contrôler un pouvoir judiciaire alors qu'il y a séparation. La loi portant organisation et fonctionnement du CSM prévoit effectivement, je crois que si par l'article 42 ou 48 de cette loi, dont le pouvoir au Parlement, à la Cour des comptes, à l'UGF, de contrôler les budgets du pouvoir, l'exécution du budget du pouvoir judiciaire. Mais pourquoi cela ne se fait pas? Et donc, vous avez des magistrats que vous exposez à la concussion, à la corruption, parce qu'effectivement, ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Ils ne reçoivent pas les frais de fonctionnement. Mais alors que ces frais-là sont budgétisés. Il faut commencer par chercher qui bouffe, qui détourne ces fonds. Ça fait bizarre de voir un avocat défendre autant les magistrats. Oui, mais parce que nous cherchons des remèdes. Vous êtes souvent des chats. On continue avec les remèdes. Nous cherchons des remèdes. En fait, c'est parmi les problèmes aujourd'hui qui dérangent les dépendances de la magistrature. Les magistrats travaillent dans les mauvaises conditions. Il faut améliorer ces conditions-là. Madame, dans le budget prévu pour le pouvoir judiciaire, vous avez 70% de ces budgets qui est affecté aux frais de fonctionnement et frais d'investissement. 30%, sauf erreur de ma part, affecté au salaire. Mais pourquoi on ne peut pas renverser les choses? Qu'on prenne les 70%, qu'on affecte ça pour les salaires, et vous verrez qu'un substitut du procureur peut toucher 2000 $. C'est déjà un bon salaire. Vous avez 2000 $, vous êtes en Bandaka ou vous êtes à Ilebo.
je pense que vous allez très bien vivre. Donc, si aujourd'hui un magistrat doit toucher 900 $, 1000 $, et qu'il est en face d'un dossier des millions de dollars, il sera tenté, madame. La concussion, c'est le fait pour un agent de l'État ou un fonctionnaire de demander les fonds qui ne sont pas prévus par la loi à un justiciable. Les magistrats... Et donc, laissez-moi finir, madame. Je vous en prie. Et donc, lorsque déjà un magistrat vous demande les frais pour les papiers, c'est déjà là de la concussion. Mais s'il y avait les frais de fonctionnement qui étaient régulièrement versés, il faut poser la question au Conseil supérieur de la magistrature qui bouffe les fonds destinés aux frais de fonctionnement. Et peut-être poser la question au gouvernement pour savoir si réellement il décaisse c'est le budget qu'il faut par rapport au fonctionnement de cette magistrature. Mais si ces fonds-là ne sont pas décaissés, le procureur général de la Cour de cassation est là. Pourquoi il n'interpelle pas les ministres des Finances et les ministres du Budget? Alors, donc son silence est un aveu. Je ne sais pas. Et une façon de dire qu'on prend... Tout le monde peut tirer sa conclusion. Tout le monde peut tirer sa conclusion. Vous êtes en train de dire, première chose à faire, c'est améliorer la condition, les conditions salariales. Mais les magistrats ne sont pas les moins lotis de la République. Au contraire, ce sont les mieux lotis de la République. En tout cas, les nouveaux qui venaient d'être nommés par le président de la République ici, ils touchent un peu plus de 1000 $. C'est déjà beaucoup pour un pays comme le nôtre où on vit avec moins d'1 $ quand même. Est-ce que ce n'est pas la personne elle-même, la personne de Congolais? C'est l'une des raisons. Je ne dis pas qu'effectivement, si aujourd'hui on paye à un magistrat 10 000 $, on parlera plus de la corruption. Effectivement, il y a un problème d'homme. Donc, au-delà de ça, commençons d'abord par améliorer ses conditions de travail, ses conditions sociales et les conditions salariales. Et puis après, vous instaurez un régime disciplinaire qui puisse au moins réprimer les actes de magistrats. Aujourd'hui, les magistrats ne sont pas réprimés. Vous avez des chambres... Il y a le Conseil supérieur de la magistrature. J'en arrive. Vous avez les chambres disciplinaires qui sont gérées par les conseils supérieurs de la magistrature. Aujourd'hui, s'il y a un problème qui dérange notre justice, entre autres, c'est ce problème-là de la hiérarchie, madame. Un juge qui vous rend un jugement sur base des injonctions de la hiérarchie. En cas de poursuite disciplinaire, c'est la même hiérarchie qui va appeler pour qu'il ne soit pas poursuivi. Donc, vous avez des chambres disciplinaires qui fonctionnent, mais avec beaucoup de complaisance. Et donc, je parle ici du CSM. Le CSM est complaisant. Voilà pourquoi le CSM est, aujourd'hui, vous avez les clientélismes, les favoritismes dans les affectations des magistrats. Donc, entre autres, les problèmes qui dérangent notre justice, vous avez les CSM qui ne travaillent pas convenablement. Il faut que les CSM aujourd'hui prennent ses responsabilités. Parce que, ayant le pouvoir disciplinaire sur le magistrat, c'est les CSM qui devraient nous montrer l'exemple, madame. Je vais vous étonner. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, nous n'avons connu que 4 magistrats révoqués. Je dis bien 4 magistrats révoqués. Et sur les 4, votre même serviteur a poursuivi des magistrats qui ont été condamnés, je crois bien à la Cour de cassation, au pénal, et ils ont été révoqués. Mais combien de dossiers sont initiés devant des chambres disciplinaires? Contre combien à l'époque de Kabila, parce que vous en êtes... Je ne saurais pas faire le bilan, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont initiés, mais qui n'évoluent pas. Au premier degré, il peut être condamné à la révocation, mais au niveau de la, disons, de la Chambre nationale, on rabat la peine. Il bénéficie des administrations, des circonstances atténuantes pour tomber sur la suspension. Automatiquement, les magistrats, il n'y a pas la contrainte, en fait. Ils se disent, bon voilà, même si je fais ça, je serai couvert par la hiérarchie. Mais imaginez-vous, madame, en fait. Voilà ce que nous proposons par rapport à ça comme alternative. C'est la création des chambres disciplinaires qui soient autonomes du CSM. Vous avez près chaque cour d'appel une chambre disciplinaire qui est gérée de manière indépendante du CSM. C'est-à-dire quoi? Une chambre qui peut être composée de personnalités de bonne moralité. Vous avez les professeurs des universités, vous avez des magistrats retraités, vous avez des avocats expérimentés qui peuvent composer ces chambres. À ces moments-là, si la hiérarchie vous avait donné un ordre manifestement illégal, vous l'avez exécuté, devant la chambre disciplinaire, vous serez en face des personnes qui ne vont pas recevoir les ordres de cette hiérarchie. Et donc, lorsqu'un magistrat le sait, que voilà, en cas d'abus, je serai sanctionné, je pense qu'ils vont prendre les gardes. Il y avait, pendant on parlait au début de cette émission des États généraux de la justice, on avait d'ailleurs suggéré à ce qu'on puisse ouvrir carrément le conseil, le CSM, le conseil supérieur de la magistrature, qu'on puisse intégrer d'autres personnalités, où on peut faire du président de la République le président du CSM. Est-ce que c'était pas une bonne je pense que ça ne soit pas une bonne solution. Je me justifie. Parce que là, d'abord, ça va nécessiter la révision de la Constitution. Mais seulement, aujourd'hui,
vous avez le pouvoir exécutif, vous avez le pouvoir législatif. Est-ce que vous avez vu un magistrat aller s'interférer au Parlement dans la légifération des lois? Non. Donc, ces pouvoirs, les CSM peuvent bien s'autogérer. Mais le problème est que ils veulent pas assumer leur indépendance. Parce qu'ils savent qu'ils sont nommés par les politiciens et ils ont des comptes à rendre aux politiciens. N'oubliez pas que les droits aujourd'hui est défini comme un instrument du pouvoir. Le pouvoir peut se servir du droit pour régler les comptes à qui il veut, aux opposants. J'en passe. Et donc, si vous avez une justice qui n'est pas indépendante, automatiquement, vous n'aurez pas de solution. Alors, ouvrir les CSM au ministre de la Justice, au président de la République, aux avocats, je ne pense pas que ça soit une solution. Mais ça serait des garde-fous. Vous êtes en train de décrire, c'est là. Si le ministre de la Justice a une mainmise, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, sur le système, ça peut décompter beaucoup de choses quand même. Non, madame, parce que ici, d'abord, c'est le problème de conscience. Que chacun prenne conscience que vous êtes dans un secteur qui est très important parce que le magistrat a le pouvoir de mettre fin à votre vie. Peut vous connaître la peine de mort. Alors, lorsque vous êtes en face d'une personne comme ça, qui ne sait pas assumer ses responsabilités, même si vous venez avec d'autres personnes, ça va rien changer. Au fait, pour moi, laissez Saint-Père rester dans son format, mais il faut mettre des garde-fous. Aujourd'hui, il a été démontré que le CSM dans son format actuel est inefficace. Il faut reformuler les choses. C'est-à-dire, c'est de retirer le pouvoir disciplinaire sur le magistrat au CSM. Créer des chambres autonomes qui puissent au moins faire les contrepoids. Parce que, vous savez, madame, les loups entre eux ne se mangent pas. Je l'ai dit, c'est la hiérarchie aujourd'hui. Parce qu'un juge qui rend un jugement, vous allez le voir, mais monsieur le président, qu'est-ce que vous avez rendu comme jugement? Dit maître, c'est la hiérarchie. Et cette hiérarchie-là, en réalité, ce sont les membres, ce sont les autorités qui chapeautent les CSM. Ce sont les membres qui composent les CSM. Ce sont eux qui donnent les ordres. Alors, si un juge... Vous parlez de Kamuleta. Je n'ai cité personne. Bah, quand vous parlez du président. Non. Mais il est le président de la Cour constitutionnelle, mais également de CSM. Oui, je sais. Alors, je pense que je n'ai cité personne, mais j'ai dit aujourd'hui les CSM parce que sur le terrain, nous nous rendons compte qu'effectivement que les CSM ne fait pas bien son travail. Il est complaisant, il est caractérisé par le favoritisme dans les affectations, madame. Je viens de vous le démontrer. Pourquoi c'est seulement Kinshasa où les parquets doivent avoir plus de 100 magistrats? Alors que chez moi, il est bon, on n'a que 2 magistrats ou 3 magistrats. Il y a même des juridictions aujourd'hui dans notre pays qui ne siègent plus par manque de magistrats. Pourquoi on n'envoie pas tous ces magistrats-là à l'intérieur? Parce que on doit favoriser les enfants d'abord et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on vient de parler de 2 réformes que vous comptez proposer pour essayer de rendre cette justice beaucoup plus équitable et beaucoup plus, j'allais dire distributive, mais en tout cas, que tout le monde en République démocratique du Congo puisse avoir accès à la justice. Bon, on revient encore aux états généraux de la justice. Il y a une autre recommandation, c'est la création d'un parquet financier. Là, vous allez être d'accord parce que je vois que vous êtes pour également la création d'un parquet financier. Je suis pour la création d'un parquet financier, parquet national économique et financier et un tribunal pénal économique et financier, mais pas dans le format actuel. La différence déjà entre un parquet. Oui, j'en arrive. Pas dans le format actuel. Dans le projet de loi qui a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale, le problème n'est pas résolu. Je vais vous le démontrer, madame. Alors, la création de ces parquets a pour mission d'abord de lutter contre ou de réprimer la criminalité en col blanc. Qui dit criminalité en col blanc, c'est la criminalité économique et financière. Autrement, la criminalité des élites. Des gouvernants. Voilà, de ceux qui nous dirigent. Parce que ce sont eux qui dirigent, qui manipulent les fonds publics. Alors, il s'est fait que nous avons eu le temps de lire ces projets de loi. Déjà en son article 7, madame, il est exclu tous les bénéficiaires des humilités. Donc les députés... Prévu à l'article 107 de la Constitution. Tous les députés sont exclus. Ils ne sont pas justiciables devant ces tribunaux économiques et financiers. Tous les ministres qui bénéficient des privilèges de poursuite ne sont pas justiciables devant ces tribunaux pénals économiques et financiers. Vous avez les gouverneurs de province. Donc tous ceux qui bénéficient les immunités et les privilèges de poursuite ne sont pas justiciables devant ces tribunaux. Donc vous avez les articles 107, 153, 163 et 164 de la Constitution
toutes ces personnes sont exclues. Alors que lorsque vous lisez la motivation, l'exposé des motifs, il est démontré que nos juridictions actuelles sont inefficaces dans la répression de cette forme de criminalité. Raison pour laquelle il devrait être créé un tribunal spécial. Mais curieusement, ce tribunal spécial est dépouillé de toutes ses attributions, les vraies attributions. Parce que qui gère les fonds publics? Ce sont les gouverneurs des provinces. Ce sont les ministres nationaux et provinciaux. Et ainsi de suite. Vous avez les chefs de l'État, vous avez le Premier ministre. Mais toutes ces personnes ne sont pas justiciables devant ce tribunal. Mais en d'autres termes. Qui le sont au regard de ce projet de loi? Oui, c'est vous et moi. Les petits peuples, quoi. Oui, mais c'est les petits peuples. Parce qu'au fait, si ce tribunal doit être appelé tribunal spécial, effectivement, il doit réprimer cette forme de criminalité. Alors, lorsque vous les dépouillez de toutes ces attributions, c'est pourquoi j'ai dit dans le format actuel, ce tribunal ne va pas prospérer. Parce que dans la criminalité économique et financière, vous avez le détournement des deniers publics, le blanchiment d'argent, la concussion, la corruption, le financement du terrorisme et consorts. Alors, moi, dans mon analyse ou dans mes recherches, je suis tout à fait d'accord que ces tribunaux puissent exister, mais il faut réviser la Constitution. Réviser la Constitution en quoi faisant? C'est de rendre d'abord, que les immunités soient inopérantes en cas de poursuite contre la criminalité en col blanc. C'est-à-dire que lorsque le procureur, près ces tribunaux, constate que X a détourné les fonds, X est ministre, soit il est député, il n'a pas besoin de saisir l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de poursuite. Voyez-vous? Il n'a pas besoin de saisir l'Assemblée nationale ou le Sénat pour obtenir la levée des immunités. Parce que vous savez, je crois que le mois passé, il y a un député national pour qui le procureur a demandé la levée des immunités et l'Assemblée nationale a rejeté la demande. Donc vous êtes conscient que l'Assemblée nationale ne laissera pas passer une mais, telle loi? Mais nous avons déjà des cas précédents. Nous avons des cas précédents, c'est pourquoi nous disons que ces immunités-là soient inopérantes, que ça ne puisse pas jouer en cas de la criminalité économique et financière. À ces moments-là, les procureurs, près le parquet national financier et économique, a le main libre de vous poursuivre. Et une loi qui ne protège pas les députés ou les sénateurs ne passera pas. Vous en êtes conscient? Automatiquement, mais oui. Vous avez quel mécanisme? Parce que vous savez qu'ils doivent se protéger. Madame, ils sont comptés, allez, on va le dire, parmi le plus grand détourneur, les prétendus détourneurs de notre pays, oui. Des députés, sénateurs, ministres. Quand on parle détournement, vous savez que ni le gouvernement, ni les législateurs accepteront de faire passer une telle loi. Madame, la loi est impersonnelle. On ne légifère pas la loi en tenant compte du visage du monsieur. Non. On légifère la loi parce qu'elle est impersonnelle et elle doit, n'est-ce pas, être opposable à tous. Donc, les députés doivent comprendre cela. Si effectivement, nous sommes déterminés à lutter contre cette forme de criminalité, alors, mettons-nous au-dessus évitons tout ce qui est protection, tout ça. Parce que, effectivement, elle doit être opposable à tous. Et donc, j'ai proposé cela. Deuxièmement, madame, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait accordé une interview à votre confrère, Christian Lusakweni. Je crois bien que c'était à Goma. Il lui pose la question de savoir, mais quelle est votre impression par rapport aux différents procès contre les détournements des deniers publics qui sont organisés? J'ai aimé la réponse du chef de l'État. Il dit oui, c'est une bonne chose. Mais pourquoi les fonds détournés ne rentrent pas dans la caisse de l'État? Madame, c'est ce qui a motivé la rédaction de mon livre. Je pense que je vais vous le présenter à la fin. Parce qu'effectivement, je parle de la débâcle du parc agro-initié de Bukangalonzo, responsabilité et les choix de la justice pénale. C'est à partir de cette interview que j'ai décidé de légiférer mon livre. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est une question capitale. Les fonds sont détournés, les condamnés vont en prison, ils exécutent. Pas du tout. Ils exécutent la peine. Ils disparaissent dans la nature. Ce sont des cas isolés. Et ils sont condamnés, ils vont faire 20 ans en prison. Et à la fin, posez la question aux juristes. Lorsque quelqu'un a été condamné pour détournement des deniers publics, il purge sa peine. Quelle est la suite? Même s'il n'a pas remboursé les fonds. Il doit quitter la prison. Et les fonds détournés. Et quelle est la réforme que vous proposez? Voilà. Les fonds détournés, on vous dira, c'est l'article 245, je crois bien, de la loi dite foncière, qui vous diront, les biens présents et à venir constituent les gages communs pour tout créancier. En d'autres termes, ce monsieur-là peut vous dire, je n'ai pas l'argent. Il va plus rentrer en prison. Alors, qu'est-ce que nous proposons par rapport à cela?
nous avons proposé le mécanisme de médiation pénale. La médiation pénale, on doit créer des chambres de médiation près les parquets national, économique et financier. À quel moment cette chambre intervient? C'est lorsque le ministère public, le magistrat du parquet, le procureur, instruit les dossiers. Il réunit toutes les preuves, n'est-ce pas, établissant la culpabilité de la personne poursuivie. Il dit, voilà, j'ai toutes les preuves. Il transmet les dossiers de la chambre de médiation. Il y a un médiateur, c'est un expert, un indépendant, qui vient pour essayer de concilier les vies entre les protagonistes. Vous avez la personne qui a détourné le fonds, présumé détourner le fonds, et vous avez la victime qui est la République. À ce moment-là, la République, qui sera peut-être représentée par le ministre de la Justice ou un avocat qui aura le mandat, ils vont commencer la négociation. Et la médiation va aboutir à quoi? Parce que la médiation est rapide. Vous proposez une solution rapide. La médiation va aboutir à ce que le prévenu peut accepter de restituer les fonds détournés. La médiation pénale intervient en amont ou en aval? C'est en amont, bien sûr. Après l'instruction qui est menée par les procureurs, avant que le dossier ne soit fixé au tribunal. On vous propose la médiation et la personne peut accepter de restituer le fonds détourné. À ce moment-là, le dossier est classé pour inopportunité de poursuite. Mais est-ce qu'on peut pas faire les deux et que la médiation puisse intervenir en aval, où la personne est condamnée, il va purger sa peine et après il y a une médiation. La condamnation intervient plus tard parce que là nous sommes encore au parquet. Le parquet ne condamne pas. Le parquet instruit le dossier à charge et à décharge. Mais lorsque toutes les preuves sont réunies, il y a un expert qui peut se proposer, en fait, qui vient et il essaye de discuter avec le parti parce que l'expert n'impose pas son avis. Il propose une solution et c'est au parti de l'adopter. Alors, je pense que quelqu'un qui est en face d'un médiateur qui s'est dit, bon voilà, soit vous allez en prison, n'est-ce pas? Soit vous restituez les fonds, vous évitez la prison. Je pense que la personne sera tentée de restituer les fonds, de négocier. Madame, je vous informe que... C'est un peu du chantage. C'est pas du chantage. Non, mais en fait, vous avez surtout toutes les preuves là. Sinon on vous les propose. À vous, libre à vous. Mais je vous informe, madame, devant la CNRF, le dossier de blanchiment d'argent se termine par des négociations, pour votre information. Donc ça existe déjà. Ça existe, ça s'applique déjà. Je vous dis, devant la CNRF, lorsque le blanchiment est établi, la personne poursuivie peut payer des pénalités et des amendes. Et le dossier est classé. L'argent entre dans la caisse de l'État. Allez-y vous informer auprès de la CNRF, vous aurez tous les éléments. Mais donc ce n'est pas nouveau. Dans le cas de détournement, Maître Carlos Ngouakiche, dans le cas de détournement, surtout, on parle du cas de Bukanga Lunzo par exemple, détournement, ça va bien au-delà de l'argent. C'est-à-dire, il y a des préjudices moraux, je ne sais pas moi, qui sont là. On fait comment réparer? Parce que l'argent appartient aux Congolais, mais il y a également certains qui ont été préjudiciés. Ça vient bien au-delà de simple remboursement. Oui, madame, vous devez comprendre que le but poursuivi dans la répression contre la criminalité économique et financière, c'est de dépouiller les criminels du patrimoine des crimes. C'est ça d'abord le but poursuivi. Et comment les faire? Ce sont les mécanismes que nous proposons. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un code pénal qui prévoit la peine de 20 ans de travaux forcés, la confiscation spéciale, la restitution de fonds détournés. Vous arrivez devant le juge a la possibilité d'apprécier la peine de 5 ans ou 10 ans, selon les cas. Et aujourd'hui, vous avez un code pénal qui prévoit la confiscation spéciale. Ça signifie que si vous êtes condamné, le juge ne peut ordonner la confiscation que du bien qui porte votre nom. En d'autres termes, si vous avez détourné l'argent, vous avez acheté de biens et vous les avez mis au nom de vos enfants, le juge ne saura pas confisquer cela. Vous savez pourquoi? Parce que l'article 34 de la Constitution dit la propriété immobilière privée est sacrée. Vous ne pouvez pas saisir ça parce que ce n'est pas au nom de la personne condamnée. C'est pourquoi nous proposons la confiscation générale. Pourquoi la confiscation générale? C'est parce que le juge pénal qui est actif peut constater qu'effectivement, c'est bien vous l'avez acheté dans une période, la même période du détournement. Et le juge peut ordonner la confiscation de ses biens. Et il peut également se poser la question, cet enfant de 12 ans, qui ne travaille pas encore, mais qui est l'enfant de X, poursuivi pour détournement et condamné. Et on voit cet enfant, un bien qui coûterait des millions de dollars. Le juge peut se poser la question, mais cet enfant a eu l'argent où? On a vu ça dans le procès 100 jours. Pardon? On a vu ça dans le procès 100 jours aussi. Attention, dans le procès 100 jours, il y avait l'infraction de blanchiment d'argent. Et en cas de blanchiment, effectivement, la confiscation générale est autorisée. En cas de détournement, c'est la confiscation spéciale.
C'est pourquoi nous nous proposons, parce qu'en fait, nous sommes en face d'un code pénal, comme je l'ai dit, l'altérité personnelle, un code pénal qui est devenu inefficace, qui n'est plus adapté aux réalités sur le terrain. Et donc, nous nous proposons d'abord, les renforcements du code pénal. C'est de réviser la peine des détournements et des deniers publics qui est prévue de 20 ans de travaux forcés à la peine à perpétuité. C'est-à-dire, lorsque vous êtes reconnu coupable, vous êtes condamné à perpétuité. C'est de basculer vers le régime de la confiscation générale. Pourquoi? Parce que ça permet aux juges, n'est-ce pas, de pouvoir voir dans votre famille que vous avez caché de l'argent quelque part en blanchissant, n'est-ce pas, dans l'achat d'un immeuble. C'est un exemple que je donne. Alors, souvent, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un détourne l'argent, il procède par des prête-noms. Vous connaissez les prête-noms, madame? Les prête-noms, c'est le fait d'éviter d'apparaître dans un document officiel. Vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes un propriétaire caché. Mais dans l'apparence, c'est une autre personne. Et le juge ne sait pas saisir ces biens-là. Et c'est ça l'intelligence des criminels qui a été développée. C'est pour échapper, n'est-ce pas, à la confiscation spéciale. Alors, donc, si nous basculons vers la confiscation générale, ça permet au juge, du reste qui doit être bien protégé et encadré, ça permet au juge d'étendre, n'est-ce pas, la confiscation sur le bien des membres de famille qui sont bénéficiaires de ces blanchiments, qui sont bénéficiaires de ces détournements. Et je termine, madame. Donc, vous avez maintenant un code pénal renforcé. C'est de rendre les détournements imprescriptibles. Qu'est-ce que ça signifie? Aujourd'hui, c'est une infraction qui est punissable de 20 ans de travaux forcés. Si la personne qui a détourné n'est pas poursuivie dans 10 ans depuis la cristallisation de fait, après 10 ans, il sera plus poursuivi. Okay. Et nous proposons l'imprescriptibilité de cette infraction. Un peu comme c'est le cas avec le viol, en fait. Je crois que par exemple, viol est voilà. Donc, vous savez pourquoi? C'est parce que, madame, vous allez constater que les régimes politiques que nous connaissons dans nos pays, au lieu d'avoir des institutions fortes, nous avons des hommes forts, financièrement. Mais ce sont taillés de lois sur mesure aussi. Voilà. Qui les protègent, donc, nous avons des hommes forts financièrement, et en cas de détournement, ils sont pas poursuivis. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller corrompre tout ça, et puis faire disparaître les dossiers. Mais si, par exemple, ces crimes-là est imprescriptible, ces gens-là feront 5 ans, ils feront 10 ans. Ils vont quitter le pouvoir. Et plus tard, et notre régime peut arriver, on peut poursuivre tous ces gens-là. Est-ce que le cas Bukangalozo n'est pas déjà une jurisprudence, est-ce que les gens ne peuvent pas déjà se servir de ça? Parce qu'on est dans un cas où il y a un premier ministre qui n'était plus, mais qui se retrouve... Est-ce que cette jurisprudence-là peut se faire valoir devant... Non, mais parce que... se dire, ça c'est imprescriptible. Les gens peuvent se référer à ça? Non, Bukangalozo, c'est différent parce qu'en fait, les cas de Bukangalozo aujourd'hui, nous sommes régis par un code pénal qui existe, et c'est ce code-là qui doit être appliqué aujourd'hui. Donc, s'il y a modification du code pénal, ces modifications-là ne vont pas rétroagir. Et donc, voilà, le cas Bukangalozo est arrivé. Effectivement, dès le départ, dans mon livre, j'avais critiqué les choix de la justice pénale. Effectivement, aujourd'hui, vous me donnez raison, madame, parce que ni les 3 condamnés, ni leurs biens ont été confisqués. Tous sont dans la nature. Et qu'est-ce que l'État gagne aujourd'hui? Qu'est-ce que nous gagnons? Si effectivement les fonds ont été détournés, on devrait mettre des mécanismes, n'est-ce pas, de récupérer ces fonds-là qui ont été détournés. Et donc, si par exemple nous étions dans la médiation, on pouvait approcher ces personnes, quitte à de reconnaître les culpabilités et de négocier. Madame, la médiation pénale a produit des succès en Italie, dans la mafia italienne. Vous allez aux États-Unis, ça s'est fait déjà, on les pratique déjà. Donc, chez nous, je vous ai donné les cas de la CNRF en cas de blanchiment. Et donc, nous proposons que cette loi, qui est encore, n'est-ce pas, en examen au niveau de l'Assemblée nationale, qui puisse tenir compte de ces observations que nous estimons pertinentes. Que vous estimez pertinentes, mais revenons maintenant, vous demandez, on a tout à l'heure parlé des conditions de travail des magistrats, mais là, vous demandez la création d'autres structures, parquet financier, mais avec quels moyens? Déjà, on n'en trouve pas? Oui, en fait, c'est parmi les raisons, parce que dès le départ, je vous ai dit que dans le format actuel, ces parquets-là ne vont pas produire les résultats que le peuple congolais attend. Et aussi, il y a aussi ces problèmes, n'est-ce pas, des personnes qui seront engagées là-bas. C'est encore un budget, n'est-ce pas? Oui, il faut les former, il faut trouver des bureaux, tout ça. Effectivement, il faut encore un autre budget. Personnellement, tout en étant d'accord, n'est-ce pas, de la création de ces parquets spéciaux, mais j'estime également que la Cour des comptes peut bien jouer
ses rôles. En attendant? Non. Mais bien sûr, en fait, j'ai dit, on peut prendre ces attributions-là et donner ça à la Cour des comptes et au parquet général après la Cour des comptes. Parce qu'au fait, les personnes qui seront engagées là-bas, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont toujours les Congolais. Aujourd'hui, nous parlons de la corruption. S'ils ne sont pas bien payés, ils seront toujours tentés, ainsi de suite. Donc, bref, je dis, je suis pour la création, n'est-ce pas, de ces parquets, mais pas dans les formats actuels. Mais aussi, si nous n'arrivons pas à la création de ces parquets, on peut attribuer ces compétences ou ces attributions à la Cour des comptes et au parquet général attaché près de la Cour des comptes. Parmi les réformes, vous demandez également la création d'un tribunal pénal écologique. C'est quoi ça? Économique. Économique. Tribunal pénal économique et financier. Alors, il faut noter que le parquet ne juge pas. Le parquet a pour mission de rechercher les infractions et poursuivre les auteurs de ces infractions. Et c'est le même cas avec le parquet national financier et économique. Leur travail, c'est de chercher ceux qui détournent l'argent, ceux qui sont dans le blanchiment, ceux qui sont dans la corruption, concussion, et ainsi de suite. Ils instruisent les dossiers à charge et à décharge. Lorsque les faits sont établis, les parquets fixent les dossiers maintenant devant les tribunaux. Et c'est ce tribunal-là qui va maintenant juger les personnes qui seront poursuivies pour la criminalité économique et financière. En cas de médiation pénale, le tribunal n'interviendra pas. En cas de médiation pénale, le tribunal n'interviendra pas. Le dossier est classé pour inopportunité de poursuite. Parce que si vous devez par exemple dire que voilà, lorsque la personne restitue le fonds, l'action publique continue. Madame, je préfère aller en prison. Là, je vous dis vrai, parce que ces gens-là diront voilà, je préfère aller au tribunal, affronter les juges, et puis voilà. Parce que je ne peux pas restituer le fonds puis continuer à être poursuivi. Donc, ça serait une double peine, en fait. Oui, mais pas bien double sûr. Peine, c'est double peine, vraiment. Bien sûr, mais parce qu'en fait, c'est déjà prévu. Vous êtes condamné pour la peine d'emprisonnement et aussi la restitution de fonds. Mais il faut être maintenant souple. Vous savez, dans la médiation, il faut faire des concessions. Et faire Donc, des choix, en fait. Est-ce que vous voulez que l'argent rentre dans la caisse de l'État ou soit vous les envoyez en prison? Qu'est-ce que nous gagnons? Quelqu'un à l'UCR qui détourne 100 millions de dollars américains. Cette somme peut servir à beaucoup de choses. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'argent prend le dessus sur la justice avec ces médiations, la pénale? Non, c'est l'une des solutions, en fait. Parce que nous sommes butés à un problème. On dit on ferme les yeux, il va pas purger sa peine, le moment où il remet l'argent, on ferme les yeux, quoi. Madame, nous avons un choix à faire. Quitte à commettre d'autres forfaits aussi et revenir pour la même médiation. Nous avons un choix à faire. Combien de fonds ont été détournés dans ces pays? Combien nous avons récupéré dans la caisse de l'État? Alors, devant cette impasse, qu'est-ce que nous faisons? On fait les choix. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. On continue à parler de la justice dans notre pays. Vous avez parlé des réformes, parquet financier, tribunal économique et financier également. Mais on va parler de cette politique carcérale. Tout au début de cette émission, on parlait du fait qu'un ancien ministre de la Justice va se retrouver devant la justice, entre autres pour une question de construction de prison. Parlez-nous un peu, comment vous trouvez la politique carcérale de notre pays et comment elle doit-elle être ici? Merci madame. La politique pénitentiaire dans notre pays n'est pas bien gérée. Elle n'est pas bien gérée parce que, moi je me pose une question. C'est une question banale. Hein? Imaginez-vous quelqu'un qui a commis une infraction, qui a troublé l'ordre public, doit être arrêté et détenu en prison. Et l'État doit commencer à dépenser pour cette personne. Il doit les nourrir. En cas de maladie, il doit les soigner. Comme ça, oui, c'est ça. Mais je suis en train de me poser la question. Alors qu'il y a des gens, il y a des citoyens honnêtes qui souffrent à la cité, mais qui ne sont pas pris en charge par l'État. Alors, vous avez une politique pénitentiaire telle que c'est l'État qui doit chaque fois débourser les fonds pour soigner ces gens, pour les nourrir. Lorsque vous prenez, je crois bien, c'est l'ancien Premier ministre Kengwa Dondo, dans cet ouvrage. Lequel je peux prendre pour vous? Je vais le retrouver. Bon, je vais le retrouver plus tard. Il parle de la politique économique des prisons. Comment l'État peut instaurer ou peut gagner derrière les personnes qui sont en prison. On entre à prison, n'est-ce pas, moins criminel et on sort plus criminel qu'on l'était, madame. Quelqu'un qui est poursuivi pour... il y a une radicalisation, comme dirait certains. Confiance. Oui, parce que nous avons échoué dans la politique de réinsertion des prisonniers. Vous avez vu avec ceux qui ont été libérés dernièrement.
il sort de la prison, il commence à tuer les gens avec des machettes. Alors que la prison a entre autres le devoir de rééduquer les personnes et pour permettre la réinsertion dans la société. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Et donc, il y a ces problèmes-là. Le ministre de la Justice, n'est-ce pas, devait tenir cet aspect des choses en compte en instaurant, n'est-ce pas, ces rôles économiques de nos prisons. Les prisonniers constituent partout ailleurs une main-d'œuvre importante. Mais c'est ce qu'avait commencé à faire en Mutamba, avec la production de pain, la formation. Oui, c'est une bonne chose. Effectivement, c'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait. Alors, pour l'instant, l'État dépense beaucoup d'argent pour nos prisons, alors qu'en réalité, ces prisonniers-là peuvent également produire de l'argent. Et donc, moi, je suis poussé, qui pense qu'effectivement, les prisonniers qui sont là, tout en, n'est-ce pas, vous devez bien les équiper, parce qu'effectivement, les droits de l'homme vont intervenir à tout moment, ils doivent être bien soignés, mais ces gens-là constituent une main-d'œuvre importante que le gouvernement peut exploiter, enfin, n'est-ce pas, de servir la nation. Un peu comme ce qui se passe au service national, où on prend... Voilà. Effectivement, moi, je suis, en tant que criminologue, je soutiens cette politique. De ce côté-là, l'État a bien fait les choses. Parce que vous arrêtez quelqu'un pour vol simple. Vous l'envoyez en prison, il sort kaba. Il y a un kaba là, voilà. Il devient assassin parce qu'il est allé apprendre ça là-bas. Mais si vous devez arrêter ces gens-là, vous les envoyez dans les services nationaux. Au juste, ces gens sont en train de servir la nation. Il y a des menuisiers, il y a des maçons. Effectivement, ils deviennent importants pour la société. Et c'est ce que l'État doit continuer à appliquer. C'est que l'État doit continuer à appliquer, on va très bien... C'est pas tout le monde qui doit aller en prison, en réalité. Pour des faits aussi minimisables, on peut encadrer ces gens-là pour servir autrement. Tu voles une pomme une première, une deuxième fois, une troisième, tu vas au service national à Kanyamakasi. C'est une rééducation ou comment? Il faudrait aussi tabler sur ça. À quel moment on envoie quelqu'un au service national? À quel moment il reste en prison? Oui, j'ai dit, il faut apprécier. C'est le pouvoir d'appréciation qui reste au gouvernement et au parquet. De voir est-ce que c'est important de continuer à remplir nos prisons au moment où on n'est pas en mesure de pouvoir les nourrir et ils sortent malades, ils meurent. Donc voilà, c'est question de faire un choix. Mais je pense que les services nationaux, c'est un bon choix. Un bon choix, mais les prisons, on n'en a pas. Surpeuplement, surpopulation carcérale. Oui, mais il faut en construire. Il faut toujours en construire. En attendant, on fait quoi? On laisse les uns et les autres suffoquer. Vous avez tout à l'heure de dénoncer le fait qu'il y a eu, on a fait sortir beaucoup de gens, des criminels, qui ont continué à créer des désolations. Mais on fait quoi? On en fait quoi de cette surpopulation carcérale en attendant qu'on puisse construire? C'est la responsabilité du gouvernement. Ils peuvent apprécier des faits bénins. Vous trouvez des gens qui sont en prison pour avoir volé un téléphone et qui ont fait 6 ans, 5 ans. Vous trouvez ça normal? Alors que l'infraction est payée de 6 mois. Il y a des cas comme ça qui sont dans nos prisons. Il faut que le gouvernement travaille à travers le ministère de la Justice et le parquet qui arrête les gens. Donc il faut que ce travail-là soit fait pour désengorger nos différentes prisons. Désengorgement de différentes prisons. On reste en prison parce on va parler de quelqu'un qui était à la prison de Makala et qui aujourd'hui est sorti. Allez, vous êtes l'avocat de Jean-Jacques Owondo. Comment il va? Il va bien. Moi, je l'ai personnellement suivi lors de son audition, de sa présentation, ou quand il était devant l'Union européenne, il était pratiquement en larmes. Qu'est-ce qu'il a vécu pour qu'il soit dans cet état-là quand il parle de sa situation carcérale ici? Alors, je ne saurais pas faire trop de commentaires par rapport à ces problèmes, parce qu'en fait, c'est que Jean-Jacques Owondo a raconté devant le Parlement européen, il a raconté ce qu'il a vécu. Il était seul en prison. Bien sûr, en tant que son conseil, il me parlait de toutes ses souffrances. Et donc, je ne saurais pas faire un jugement par rapport à ça, surtout que nous savons tous que les conditions carcérales dans notre pays ne sont pas bonnes. C'est critiqué partout. Et donc, nous les critiquons pour permettre au gouvernement d'améliorer. Et donc, je pense que c'est un droit pour lui, n'est-ce pas, d'exprimer ce qu'il a vécu. Et donc, voilà. Il est toujours poursuivi, en fait, pour haute trahison, si je ne me trompe pas. Non, il était poursuivi pour association de malfaiteurs et assassinat. Et donc, il a fait le pourvoi en cassation. Et donc, le dossier est en cours. On parle de cette justice. Il était condamné à mort, si je ne me trompe pas. Oui. Ça a été commué à Comment ça s'est passé? Parce que les gens n'ont pas arrivé à comprendre comment il est passé d'un condamné à mort. Et puis, bon, là, il est parti en Belgique. Parce qu'il, voilà, il est belge aussi, il faut qu'on se... Oui, merci, madame. Effectivement, il a été condamné à la peine de mort. Laquelle peine est toujours contestée par Jean-Jacques. Parce qu'il estime qu'il est innocent. C'est bien vrai.
parce que Jean-Jacques n'a jamais été ni de près ni de loin dans cette affaire, dans cette prétendue affaire de coup d'État. Je préfère utiliser ces mots. Que ce soit le premier juge, que ce soit les seconds juges, madame, je crois bien que dans leur conscience, ils savent que Jean-Jacques est innocent parce que au dossier, il n'existe aucune preuve à charge de Jean-Jacques. Je vous dis bien aucune preuve. Alors, aujourd'hui, la décision est arrivée, est tombée. En tant qu'avocat, je respecte la décision, mais mon client a décidé de faire le pourvoi en cassation. Ça s'ouvre quand le dossier Non, la procédure est en cours. Ils l'ont déjà confirmé. Et donc, nous attendons l'issue de... Il est déterminé à ses complices. Mais oui, il doit être lavé de toutes ces accusations gratuites. Gratuite, en tout cas, selon vous. On va attendre, c'est que le juge de la Cour de cassation dira. On va terminer cette émission justement en vous demandant d'émettre un point de vue par rapport à cette peine, ce moratoire autour de la peine de capital ici en République démocratique du Congo. Est-ce que ça n'entre pas en contradiction avec l'article 1 de la Constitution qui sacralise, je crois, si je ne me trompe pas, qui sacralise la vie humaine? Est-ce que la RDC doit continuer avec ce moratoire ou il a levé le moratoire? Est-ce qu'on revient sur la peine capitale ou on reste dans le moratoire ou on abolit carrément la peine capitale ici? Merci madame. Il faut noter que personnellement, je suis parmi les abolitionnistes de la peine de mort pour plusieurs raisons. Déjà, vous qualifiez la justice des malades. On ne peut plus continuer à appliquer la peine de mort. Parce que si elle est malade, ça signifie que les acteurs qui sont appelés à administrer la justice peuvent se tromper. Au-delà de ça, peuvent être influencés, n'est-ce pas, pour condamner un innocent. Déjà, pour ça, je pense qu'il faut abolir la peine de mort. Mais aussi, comme vous l'avez dit, notre constitution qui consacre et qui proclame la sacralité de la vie humaine, ça entre en contradiction avec la peine de mort. Et donc, je pense que le moratoire qui avait été pris en son temps était, n'est-ce pas, avait une justification parce qu'effectivement, comme vous le savez, la vie humaine étant sacrée, aujourd'hui notre justice qui est qualifiée des malades, il devient contradictoire de continuer à appliquer la peine de mort. Mais il faut noter que le code pénal continue à maintenir la peine de mort parce qu'on n'a jamais été aboli. Le juge continue à prononcer la peine de mort, mais seulement c'est son exécution qui a été suspendue en son temps. La levée avec du moratoire, raison un peu au regard du contexte politique. C'était quand même important de réinstaurer la peine de mort et de suspendre le moratoire. Quand même. Le moratoire qui a été levé, effectivement, je pense que ça concernait la justice militaire par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Et donc, ça peut se justifier pour ce cas-là. Carlos Guapichi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, je rappelle que j'ai reçu pour vous, chers téléspectateurs, Carlos Guapichi, qui est avocat au barreau de Kinshasa à Gombe, master en criminologie économique et environnementale. Donc, ensemble, nous avons eu à parler quand même des différentes réformes qu'il faudrait, selon lui, mettre en place pour rendre la justice beaucoup plus indépendante et accessible à tout le monde. On se dit, je vous dis merci encore. À vous, téléspectateurs, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, aussi bien sur notre chaîne YouTube, Élysée Odia TV, mais aussi sur Bio1 Télévision. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité.